Nous sommes tous un, malgré nos divergences de vues, d'opinion. La RDC a besoin de vous. Vous voulez parler du Congo, fixer ses objectifs. Prenez donc rendez-vous ici, sur Baraka Télévision, tous les dimanches, à partir des 20h juste, dans votre magazine, Le Congo d'abord. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission spéciale Indépendance de la République démocratique du Congo. 55 ans, ça se fête, mais c'est aussi un moment de pensée profonde pour la RDC. Vous savez, notre pays est passé sur plusieurs épreuves, entre les guerres, les querelles politiques. Aujourd'hui, s'annoncent de grands événements, de grands moments, notamment les élections qui sont annoncées pour d'ici peu. Mais avant d'y arriver, nous avions préféré, au cours de cette émission, de réfléchir sur la condition du Congolais et la condition même de la République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, nous recevons une éminente personnalité, à la personne de M. Joseph Olenga-Nkoy, président du FONUS. Il revient sur ce plateau comme promis pour nous parler du Congo, des perspectives d'avenir et parler aussi de ces 55 ans de la République démocratique du Congo, faire un bilan, qu'il soit positif ou négatif. Nous allons écouter ces fins politiciens qui vont nous parler de la République démocratique du Congo. Monsieur Joseph Olenga-Nkoy, bonjour et bienvenue sur ce plateau du Congo d'abord. Bonjour, merci de m'avoir donné cette opportunité. Je le disais dans mon annonce, 55 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. J'ai lu un ouvrage, Patrice Emery Lumumba, quelques temps après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il a écrit un testament, il a dit il n'a jamais cessé de croire à la liberté de la République démocratique du Congo et une indépendance sans restriction. Aujourd'hui, sommes-nous loin ou près de cette vision de Lumumba? C'est là que le débat devient intéressant pour notre peuple. C'est de faire un bilan réel, de savoir réellement est-ce que cette indépendance auquel nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ont donné de leur vie, est-ce qu'aujourd'hui nous jouissons de cette indépendance-là? Et l'indépendance, c'est quoi? Parce qu'à l'époque où nos pères négociaient avec les colons, eh bien, les colons avaient demandé à ce qu'ils donnent d'abord l'indépendance politique et qu'ils restent avec l'économie. Ils ont dit non, nous nous attendons, le mot indépendance, c'est la gestion de toutes les affaires nationaux par des Congolais. Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème et je crois que c'est là que vous allez comprendre que le mot indépendance, on a quitté de l'indépendance, c'est-à-dire quoi? L'indépendance qui était pratiquement les souffrances des Blancs sur le Noir, les continents européens sur le continent africain. Nous ici, nous avons connu les Belges. Mais maintenant, nous sommes entrés dans une autre phase plus pire que dans celui d'avant. C'est ce qu'on appelle l'apartheid noir. Ça veut dire les souffrances des Noirs par un petit groupe autre des Noirs. C'est plus grave encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éveil de conscience que nos arrière-parents, grands-parents ont pris, elle est absente aujourd'hui. Et à ceux qui nous gouvernent, la République a dit, il a pris acte que toute la nation concertée dans les concertations nationales ont refusé la prolongation du troisième mandat. Est-ce que vous avez son discours? Mais pourquoi il ne se prononce pas? Toute la nation était attentive à attendre son message. C'est 30 juin. C'est 30 juin. Toute la nation, tout le continent africain et le monde entier attendaient voir les sens d'état de M. Kabila lors de son allocution à l'occasion de 55 ans d'âge de l'indépendance du Congo. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Comment vous allez... Mais c'est impossible. Vous croyez que M. Kabila va être plus intelligent que plus de 70 millions de Congolais pour s'imposer au pouvoir, quelle que soit l'armée que M. Kabila amènera? Aucune armée n'a vécu sur un peuple. Il n'a pas parlé de s'imposer au pouvoir. Ah. Il a refusé l'idée d'un dialogue. Il n'a jamais parlé de la démocratie. Quand vous regardez dans son allocution, nulle part il a cité le mot démocratie. Mais ça veut dire l'exercice, la pratique de la démocratie n'est pas là. Lorsqu'il parle nulle part il a parlé alternance du pouvoir. Consensus. Nulle part. Il a parlé de l'alternance du pouvoir. Vous savez, moi je suis politique.
Quand un opérateur politique à la direction de tout un État comme le Congo parle, je sais par où je table mes analyses. Je peux vous le dire très sincèrement, dans ces dires, c'est là que j'ai compris que l'homme n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Et le peuple doit se préparer à conséquence. Et notez la date d'aujourd'hui, vous me donnerez raison. Je sais que la plupart de nos journalistes sont en train de partager les temps entre leur profession et la peur. Mais moi, mon rôle, c'est de vous prendre à témoin et l'avenir nous dira quoi. Le président de la République a initié les consultations, il a tenu un dialogue, il a parlé, il a évoqué plusieurs points qui dérangent la quiétude politique de notre pays, notamment les calendriers électoraux, les problèmes d'enrôlement des mineurs. Il a parlé de la sécurisation du scrutin électoral. Selon tous ces programmes, calendrier électoral, on va parler d'abord du calendrier électoral que vous avez, dès l'annonce de la publication de ces calendriers, refusé ces calendriers. Aujourd'hui, l'opposition revient sur ce même calendrier électoral. Il y a toujours, vous parlez des contradictions, mais de votre côté, on sent aussi qu'il y a une contradiction. L'opposition refuse les calendriers électoraux, l'opposition admet les calendriers électoraux. On en est où aujourd'hui? Vous savez, je vais vous dire une chose. Un État ne fonctionne pas comme ça. Dans un État, il y a ce qu'on appelle la planification d'État. On ne peut pas venir parler sur ce qui est planifié par l'État. Et dans la planification d'un État a toujours été impersonnel, que l'intérêt communautaire. De tout ce qu'il a parlé là, il n'y a que ses intérêts privés de rester au pouvoir. La volonté de M. Kabila de voir que tous les Congolais sont des naïfs, tous les Congolais, il n'y a personne qui est intelligent sauf lui, et qu'il peut embarquer tout le monde dans les chemins, mais l'avenir va nous dire quoi? Les calendriers dont vous faites allusion ici. Et quand je vois aujourd'hui, il parle de consensus. Quand je vois aujourd'hui que nous allons parler sur le calendrier électoral, mais nous allons parler dans le cas. Mais ce sont des éléments techniques qui ne sont pas des éléments politiques. Prends le même discours de M. Kabila. Il y a une contradiction par rapport à d'autres années. C'est là où il y a la faiblesse de notre classe politique. Il n'arrive pas à analyser les passifs pour voir l'actif et faire la comparaison des deux et voir réellement les mensonges de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais quand il parle de consensus autour des calendriers électoraux, mais c'est même une grande distraction pour notre peuple. C'est maintenant que nous devons parler de ce consensus-là. Et pourquoi depuis tout ce temps, on n'a pas en parlé? Pourquoi il y a eu en janvier de cette année, il y a eu le mouvement de masse? C'est qu'à la masse, les Congolais ont constaté qu'on est en train de tricher avec leur volonté. Alors, tout ce que M. Kabila a parlé, moi personnellement, je n'ai pas senti un élément d'un homme d'État. Mais j'ai senti les éléments d'une personne qui tient à ses intérêts. Même quand il dit, par exemple, que non, il faut absolument les traites en marche et que c'est le moment. Lui, il a fait amener un trait ici. D'abord lui-même. On l'a vu dans les TGV avant les élections, auquel il a prouvé aux Congolais que non, il y aura des TGV partout. Il n'y a jamais eu. Lui, il a brillé que dans les mensonges, à tromper les Congolais. 5 chantiers, ça c'est le premier mensonge. Si vous demandez beaucoup des acteurs qui sont autour de lui, dans le PPRD, les 5 chantiers n'est même pas arrivés dans leur territoire, dans leur district, dans leur collectivité. À quoi vous n'allez pas nous ramener. La modernité. Il a parlé d'une révolution de la modernité. Mais la révolution de la modernité par rapport à quoi? Ce n'est arrivé nulle part. Et je peux vous le dire, si vous regardez les maisons de l'État qui sont spoliées aujourd'hui, vous demandez quels sont les gens qui ont construit et le moment viendra, le peuple les connaîtra. Alors, troisième mensonge, les années sociaux. Et chaque année, il dit, il va amener à manger au peuple, il va faire ceci, il va faire cela. Il n'y a jamais eu à manger au peuple. Maintenant, il parle des enrôlements des mineurs dans son discours. Mais l'enrôlement de ceux qui étaient mineurs hier, qui sont majeurs aujourd'hui, c'est fondamental. Et là, pourquoi il le dit maintenant? Parce que pour lui, il est toujours d'intelligence avec la commission électorale. Et c'est là que nous sentons déjà l'intelligence. Quand vous regardez même ce que la commission électorale vient de sortir comme communiqué aujourd'hui, vous sentez le degré de l'intelligence. N'êtes-vous pas de mauvaise foi à un certain moment de ne pas voir la réalisation
des sanctions, c'est de la modernisation, quoique minime. Mais non, non. Écoute, de mauvaise foi, moi je me reconnais. Citez-moi un seul, dans l'ensemble de notre pays, une ville que M. Kabila a construite. Citez-le-moi. On ne construit pas une ville en 5 ans. Non, il n'est pas 5 ans. M. Kabila, ça fait 10 ans, bientôt 15 ans. Pour ton information. On sait tous comment ça s'est passé. Non, mais parce que vous dites que non, les réalisations. Mais citez-le-moi. Parce que notre peuple est tenté de suivre. Le peuple est tenté de suivre. Mais je peux vous dire, il y a d'autres endroits auxquels il y a beaucoup de réalisations. Je vous donne l'exemple de l'Angola. Est-ce que vous avez vu le nombre de maisons sociaux que l'Angola construit pour son peuple? On n'ira pas dans un débat des chiffres. Non, mais je peux vous démontrer les écoles. Vous avez vu le nombre d'écoles que l'Angola a construites? Il y en a eu ici en RDC. Où c'est? Des constructions d'écoles, des réhabilitations. Oui, mais les constructions des écoles par l'Union européenne. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle, c'est avec l'argent de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a construit. C'est un partenariat entre nations. L'Angola a été... Même les caniveaux qui sont dans la ville de Kinshasa, commune de Kinshasa, c'est l'argent de l'Union européenne. Savez-vous que l'Angola est construit en entièreté par la Chine? Mais d'accord, quel que soit par la Chine, mais ici. Donc, ici où est-ce que c'est construit? Mais on peut vous démontrer des maisons, des immeubles qui appartiennent aux individus pour mettre des locataires. Mais quand vous êtes au pouvoir et que vous construisez des immeubles pour mettre des locataires, comment vous allez protéger des locataires dans les lois? Ça veut dire tous ceux qui louent seront détruits. Nous sommes à Kinshasa demain. Et je crois que c'est là qu'on interdit. C'est là qu'on interdit. Et la loi dit quoi? Toute personne doit déclarer ses avoirs avant d'assumer les charges de l'État. Est-ce que tu as vu l'application de cette loi ici, au pays? Le chef de l'État. Et la majorité de ces gens qui construisent là, où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Vous évoquez un sujet aussi important que la corruption, le détournement de fonds. Je vous informe que le chef de l'État est dans cette logique. Il a nommé un représentant spécial, le conseiller. Vous savez, vous vivez dans un monde que personne ne vit. Chargé avec de votre chef de l'État. Tous ces aléas. De deux, il y a même une plainte donnée par le chef de l'État lui-même qui met en accusation certains de ses collaborateurs même. Donc on sent en son chef une volonté parfaite de vouloir aller et évoluer vers le sens. Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez à quelle année M. Kabila a parlé de la tolérance zéro? À votre mémoire de journaliste, vous savez à quelle année? Bientôt 10 ans. Il n'y a jamais eu une autorité en exercice de ses fonctions qui est en prison. La fameuse tolérance zéro. Mais dans le côté de l'opposition, il y en a plein qui sont en prison. Mais l'opposition ne gère pas. Moi-même qui vous parle ici, vous savez qu'à une époque, j'étais ministre de ce pays. Et à l'époque, beaucoup critiqué. Voilà, à l'époque, j'étais ministre de ce pays. Est-ce que vous vous rappelez que moi-même ici, j'étais à Kisangani pour aller inaugurer les trains? Parce qu'il y a fait plus de 15 à 20 ans. Il y avait plus de trains qui partaient de Lubumbashi, Maniema, Kindo, Ubundu, Kisangani. Et j'ai été aidé par des ONG américains pour établir cette ligne-là. Le jour où je suis parti inaugurer, pendant ce temps-là, eh bien, un complot s'est fait à Kinshasa. On dit non, on doit les mettre dans la liste de ceux qui ont volé. Tantôt, ils ont volé des bus, tantôt l'argent. Bon, au ministère des Transports, aucun ministre n'a la caisse. En tout cas, si c'est vol d'argent, il n'y a que celui des finances. Non, je ne me justifie pas. Et ils ont dit, non, je vous donne ma propre exemple. Oui. Ils ont dit qu'on a volé. Moi, je suis parti devant le procureur général de la République. Il y avait 5 ministres qui ont été accusés. On a mis mon nom à la dernière minute. Je prends Bakandeja en témoin, qui m'a témoigné comment ils ont fait pour mettre mon nom. Alors, quand j'ai vu cette affaire-là, je suis parti directement devant le procureur. J'ai dit, on doit m'arrêter. Parce que j'ai détruit mes propres principes. J'ai lutté, j'ai construit, j'ai sacrifié toute ma vie pour lutter contre les antivaleurs. Maintenant qu'on m'accuse, l'État doit me juger. On m'a livré un certificat de non-lieu. Je suis parti voir le ministre de la Justice. À l'époque, c'était Kissimangoy. Il n'y avait aucun dossier. Enquête à raison de détournement peut durer 10 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 14 ans. Olengako, il n'a jamais été interpellé, ni sur le bus, qu'on disait que non, il y a des bus détournés. D'abord, quelque chose d'impossible.
Parce que le ministre des Transports n'achète pas de bus. On dit qu'il y a des bus devant votre parcelle. Là, voilà. Non, jamais. Moi, de toutes les façons, vous ne verrez jamais dans ce genre de choses. On est d'accord, vous devez. C'est un coup qu'ils ont fait et qui ne m'ont pas permis. Au même moment qu'ils font les coups, ils disent non, il ne faut pas qu'ils se justifient devant l'Assemblée. On m'a interdit d'aller me justifier devant l'Assemblée. Mais quand un ministre a détourné, il doit répondre d'abord devant l'Assemblée. Et ensuite, la justice entre en mouvement. Olenga il n'a jamais eu même une convocation. C'est là que j'ai du mal à croire à tout ce que j'entends aujourd'hui. Parce que j'en ai été moi-même victime. Alors, ils ont tout fait, comme ils ont vu qu'Olenga avait un crédit dans l'opinion, et ils ont visé ça aux élections de 2006, à l'époque. On est tombé avec vous dans une sorte de bulle, M. Lengakoy, où j'ai l'impression, moi, en tant que journaliste, que tout ce qui vient du gouvernement est mauvais pour vous. Même s'il y a une plainte ouverte contre les personnes citées. Non, non, moi, que non. Moi, j'ai beaucoup de réserves. J'ai beaucoup de réserves à toute entreprise de M. Kabila. Parce qu'il n'y a pas les fondements de la vérité dedans. Je viens de vous donner ma propre exemple. Vous savez, en politique, tout peut être possible. On prend un corps de Mama Yemo, on vous le jette dans la parcelle, on dit non, c'est toi qui as tué. Il faut faire très attention. Moi, je crois que, attendons voir. Parce que j'ai déjà attendu. Ces genres de soldats, on a arrêté, on a fait. Vous êtes ici, je vous poserai la question un jour. Est-ce que vous vous rappelez, à l'époque, le président de la République était à Beni et à Goma, avant la fin de l'année 2012. Il a fait un discours à la nation. Il a dit, c'était je crois vers décembre, que dès l'année prochaine, vous aurez un gouvernement. On a fait 3 ans ou 2 ans. Il n'y a jamais eu ce gouvernement-là. Moi, j'ai des cassettes audio et j'ai un service qui fonctionne, moi. Ça, c'est le président de la République. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui? Parce qu'il y a eu une déclaration, mais monsieur Luzolo, le professeur Luzolo, c'est vrai, c'est un monsieur qui, personnellement, j'ai une considération particulière parce que je vis en œuvre. À une époque... Mais pourquoi vous doutez-vous? Non, écoutez, à une époque, je vis à une époque, les gens ont construit, des généraux et beaucoup d'autres officiers et officiels congolais ont construit autour de l'hôpital de Kitambo. J'ai vu le Zolo descendre personnellement. Et ils ont écoulé tous les mesures compris des généraux. Là, j'ai des considérations à ces messieurs-là. Alors, maintenant qu'ils disent maintenant que bon, ils ont assigné, c'était... Je ne dis pas que ce qu'ils disent, c'est faux. Mais moi, j'attends voir, parce que très souvent dans ce pays, on voit souvent les fumées, mais les faits ne s'assument pas. Et je vous ai donné mon propre exemple. Et dans la plupart des Quinois, même dans les pays, ils disaient non, on les a quoi, Balouba, Ibaki Babis, oh Balouba, Ibaki Mok. Comment quelqu'un qui a volé, on peut le laisser, même pas l'attendre, même pendant 1 heure. Ce sujet vous a toujours fait mal, je comprends. Voilà. Donc c'est ça le pays. Et ça, c'est venu, c'est l'innovation de M. Kabila. Tout ça là, ça s'appelle Kabila. Fausse commune de Maluku, ainsi de suite. Kabila. Vous voyez? Alors dites-moi, comment moi je peux croire à des choses comme ça? Parce que moi-même j'en ai subi cette injustice-là. M. Lengakoy, continuons notre débat autour de 55 ans de la République démocratique du Congo. À part les déclarations du chef de l'État, un autre éminent politicien a fait des déclarations cette semaine. C'était le samedi 27 juin dernier, en la personne de Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, vu la position de Tshisekedi, est-ce qu'on peut dire que Tshisekedi vous a trahi? Il a fait quelle déclaration? Vous étiez partant pour ne pas aller au dialogue. Non, vous savez, non. Moi, je vais vous dire une chose. Vous vous retrouvez... Jamais de M. Lengakoy, vous me verrez ici dans votre plateau pour venir parler le mal de Tshisekedi. Je ne le ferai jamais. Notez la date d'aujourd'hui. Tout ce qui m'intéresse, c'est prier pour lui, pour son état de santé. Point. Que venir ici, parler le mal de Tshisekedi, je ne le ferai pas. Non, on ne parle pas du mal, on prend en considération une déclaration. C'est un acteur politique. Une personne comme Tshisekedi. C'est un acteur politique, il sait ce qu'il fait. Et j'ai pris acte de sa déclaration. Êtes-vous déçu? Mais comment on peut être déçu? Comment on peut être déçu de la position d'un acteur politique? Je vais être déçu comment? Il sait comment, il sait la marche, quelle est la philosophie de son parti. C'est un allié important de l'opposition pour vous d'ailleurs aussi. Non, pas de l'opposition.
moi, c'est un parent. C'est mon parent politique. C'est un homme auquel je dois beaucoup. Il m'a formé, il m'a éduqué, il m'a orienté. Tout ce qui est dans les bons pour l'intérêt du peuple. Mais tu sais qu'elle dit, c'est un démocrate. C'est un homme qui peut avoir son point de vue et il salue le point de vue de l'autre quand il les contredit. Et il sait qu'on les accueille depuis toujours et à face de lui, je lui dis non. Là, je dois dire non. Oui, là où je dois dire oui. Est-ce que vous pouvez... Aujourd'hui, parler de dialogue, croyez-moi, dans ce pays aujourd'hui, c'est raisonner autre. Autre, ça veut dire quoi? C'est donner encore les réanimations à M. Kabila. Le régime de Kabila, c'est déjà un régime agonisant. C'est un régime qui est dans les derniers soubresauts aujourd'hui, auquel nous, dans l'ensemble de notre peuple, on peut dire que leur âme politique repose à peine. Point. Et bien aujourd'hui, que Tshisekedi prône le dialogue au même titre. Mais qui vous a dit que c'est M. Tshisekedi qui se promène avec la flamme, de donner la flamme à des régimes qui sont déjà agonisants? Lui, il devient le médecin. Lui, il est médecin spécialiste des régimes qui sont déjà en agonie pour leur donner. Eh bien, vous allez être surpris que peut-être par même Tshisekedi qui sera achevé. Joseph Olenga-Nkoy, votre position aujourd'hui est une position assez radicale. Non, pas du tout. Je suis dans une opposition responsable. Radicale, je ne pense pas. Parce que je viens de là. Mais j'aime le débat. Vous me convainquez, je dis non, salut. Mais à ce qui concerne M. Kabila, on a connu beaucoup de recul. Vous savez, je suis un acteur qui a participé dans toutes les négociations du pays avec M. Mobutu. On était très avancé par rapport à là où nous sommes aujourd'hui. Le kabilisme n'a fait que les réhabilitations du moboutisme. Quand vous regardez tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, quand vous regardez les contradictions qu'ils ont même avec le M. Kengo, Adondo, machin, tout ça là, mais on sait tout de suite voir que le pays, non, il y a un problème. Là où ils ont des intérêts, eh bien, ils sont ensemble. Si les intérêts ne sont pas bien partagés, tout de suite là, il y a une divergence entre eux. Et puis après, tel qui appelle l'autre pour s'expliquer. Eh bien l'autre, donc, vous voyez un peu là où le pays se trouve aujourd'hui. Et nous sommes que dans les intérêts. Vous avez entendu dernièrement M. Kengo faire une déclaration, comme quoi il faut renvoyer toutes les élections à 2017. Alors, pourquoi? Pour que lui, Kengo, continue à être dans ce pays jusqu'à la fin de sa vie comme président du Sénat. Alors, vous voyez ça? Mais maintenant, et tout ce qu'on a payé ici pour aller aux élections provinciales, tout ce que les partis, lui, il est au pouvoir. Nous, on n'est pas au pouvoir. Mais on a mis les moyens pour mettre nos candidats sur l'Assemblée du pays. Alors, maintenant que lui dit, à 2017, est-ce qu'il a demandé notre point de vue? C'est ça le pays. Vous savez, alors, quand vous regardez ce que M. Kabila déclare aujourd'hui, à l'occasion, il profite de l'occasion de l'indépendance pour essayer de déclarer ses ambitions, sans le dire clairement. Et vous voyez ça, un État? Non, il y a un problème. Je vous l'ai dit très sincèrement, il y a un problème. Mais le problème va être résolu par l'éveil de conscience de notre peuple. Quelle est la meilleure formule que vous préconisez aujourd'hui? Vous refusez les dialogues, vous refusez les consultations. La meilleure formule, quelle est la meilleure formule que vous proposez? Le respect de la Constitution. Voilà la formule des formules. C'est ça la formule miracle. Le respect de la Constitution. Mais vous êtes un homme politique. Demandez à M. Kabila de prendre conscience et faire une allocution à la nation que voilà, chers compatriotes, vous m'avez tant supporté, tant mal que bien. Le moment est venu auquel je dois vous remercier. Et que dans 13 mois, je dois laisser le fauteuil auquel vous m'avez conféré. Je remercie à tous et celles qui m'ont aidé, qui m'ont porté à la tête de ce pays. Et que maintenant, il y a un autre Congolais qui doit venir pour le destin de ce pays. Il souhaite la bonne chance à ces Congolais de conduire le Congo vers un avenir sûr. Ça, c'est un grand homme. Pourquoi tenez-vous mordicus à ce que Joseph Kabila fasse cette déclaration maintenant alors qu'il reste plus d'une année? Non, mais c'est important. C'est important qu'il dise aux Congolais que lui ne fera aucune manœuvre pour se maintenir au pouvoir. Mais quand il continue à nommer une multitude de généraux qui ne sont pas eux-mêmes qui ne sont pas logés, qui ne sont pas véhiculés, quand il restructure l'armée, quand on regarde la constitution de l'armée, ce qui est en train de se faire aujourd'hui,
Non, on n'est pas des enfants. Ils sont des garants de la nation. Non, mais on n'est pas des enfants. Garant de la nation, à Beni, on tue matin, midi, soir. À Mwanda, on a tué il n'y a pas longtemps. À Kinshasa, tous les matins, il y a des morts. Garant de la nation. On attend des coups de feu dans l'ensemble des territoires nationaux et dans la capitale. Garant de la nation. Voilà les garants. Mais les Congolais ont besoin d'un autre garant. Qui on n'attendra jamais des coups de feu. Qui la dignité du Congolais sera respectée. Qui aucun pays étranger entrera dans notre pays pour faire ce qu'il veut. Quand vous regardez, on vient d'arrêter un officier rwandais. Alors, voilà, le chef des renseignements, qui est un général. Parmi les infractions, parce qu'il a commis des massacres au Congo. Est-ce que vous avez attendu un communiqué du gouvernement contre le Rwanda? Est-ce que vous avez vu ce gouvernement soulever même un petit doigt pour demander l'extradition même de ces messieurs ici? Chose qu'ils ne feront jamais. Et je vais te dire une chose, tout officier ou officiel congolais, y compris ceux que vous connaissez qui parlent tous les jours, le jour où quelqu'un osera sur ce dossier, le même jour, il est déchargé de ses fonctions. Alors, dites-moi, on va continuer dans ça? Nous allons abandonner ce pays et nous allons continuer dans ça. J'ai dit aux Congolais, non! C'est le moment pour nous de défendre l'intérêt de notre peuple. On ne peut pas continuer comme ça. Comment nous devons continuer dans l'hypocrisie? Être un peuple sans peuple. Comment notre identité va être? On va faire disparaître notre identité. Et nous allons accepter ça? J'ai dit non. Ce sont des valeurs auxquelles tout peuple se bat jusqu'à ce qu'il retrouve sa dignité. On ne peut pas continuer dans ça. Des pays qui nous tuent, qui nous humilient. Aujourd'hui, l'occasion faisait la ronde et que ce monsieur est arrêté. Il a commis des désolations graves dans notre pays. Notre gouvernement ne dit rien. Rien du tout. On s'est ça humilié. Très humilié. Vous êtes en colère? Pas du tout. Mais je suis au regret de constater que nous avons un gouvernement sans gouvernement. 55 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, vous réfléchissez en votre manière, vous avez une vision du Congo en tant que personnalité politique. Aujourd'hui, s'il faut établir des perspectives d'avenir par rapport à la RDC, vous en tant que personnalité politique, comment établirez-vous ces perspectives et par où doit commencer la RDC pour redémarrer et retrouver sa dignité? Eh bien, les perspectives d'avenir, pour moi, c'est ma vision, mon projet de société. Et moi, je crois que fondamentalement, dans ce pays, nous avons besoin, avant toute autre chose, nous devons nous occuper de la famille. C'est au sein de la famille que nous devons trouver des solutions. Quand vous regardez aujourd'hui, les parents sont humiliés. Ils ne sont plus capables de résoudre les problèmes de leurs enfants. C'est que l'avenir du Congo est menacé. Il faut résoudre les problèmes de là. C'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau de la famille, nous arrivions à combattre la faim. Et comment? À développer réellement l'agriculture dans notre pays. Il ne faut pas oublier que nous sommes le premier pays, le deuxième pays au monde, en eau. Après la Chine, c'est le Congo et puis le Canada. Nous avons toutes les possibilités. Eh bien, moi, si je suis au pouvoir, eh bien, c'est que je vais faire tous les opérateurs économiques qui viendront avec des engins dans notre pays, des engins agricoles, telle est ma philosophie, seront exonérés de tout droit de taxes. Deuxièmement, comment on peut résoudre à ce qui concerne le chômage? C'est simple. Dans le chômage, pour la résolution du chômage, nous avons les diamants, bronze, étain, cobalt. Nous avons toutes telles sortes de richesses, coltan, dans notre pays. L'or. Eh bien, nous allons procéder à ce qu'aucun produit quittera le sol du Congo en état brut. Et nous allons créer un environnement pour appeler tous ces usines de transformation, pour que toute la transformation de nos produits soit faite au Congo. Un, ça va nous créer de l'emploi. Deux, nous allons, nos enfants, petits-enfants, vont acquérir d'une nouvelle technologie. Voilà, et aux Congolais de la diaspora, je vais lancer un appel à tous ces Congolais de revenir au Congo. Et nous allons demander à ce que tout Congolais qui viendra au Congo, qui va nous créer un emploi de 20 à 30 personnes engagées tout de suite, nous allons l'exonérer de tous les équipements qui vont venir avec au Congo. Et sa société aussi sera exonérée de toute taxe. Ça va permettre à tous ces Congolais qui sont dans la diaspora
de nous créer des sociétés auxquelles ils doivent donner maintenant la vie à d'autres Congolais. Il faut qu'ils soient Donc, formés. voilà, il y a plusieurs possibilités. Et moi, je crois que ma philosophie est de lutter contre la faim. Il faut donner à manger aux Congolais. Aucun peuple dans la vie peut trouver sa dignité sans résoudre le phénomène de la faim. Aucun peuple. C'est ensemble, une fois que j'ai arrêté l'hémorragie de la faim, qui crée l'humiliation dans des familles, c'est alors que je vais appeler aux Congolais, ensemble, nous devons maintenant bâtir notre pays. Voilà quelques mots, ce qui est de ma philosophie. C'est là que nous pouvons faire la redécollage du Congo. Et dans tout ça, pour le faire, il faut donner l'identité aux Congolais. Nous sommes un peuple sans identité. Les documents des élections, ce qu'on appelle la carte électorale là, ce n'est pas un document, ce n'est pas une identité citoyenne. C'est une identité électorale. On peut prendre les étrangers, les doter de ces documents-là, juste pour des raisons électorales, et retourner chez eux. La première des choses, il faut donner l'identité citoyenne aux Congolais. Mais comment la donner? Vous ouvrez un sujet très important, le temps vous êtes imparti, mais vous avez ouvert un sujet très important. J'aimerais qu'on s'attelle un peu sur ce sujet. Vous parlez de donner aux Congolais une identité, mais cette identité doit venir du recensement et de l'identification. Ça fait 15 ans. Un processus que vous 15 ans. 15 ans. Parmi les résolutions de Sen City, dans l'accord global et inclusif. Il n'a jamais de bon moment pour faire ce travail-là. 15 ans que M. Kabila est au pouvoir, il n'a jamais donné l'identité citoyenne aux Congolais. Qu'est-ce que vous reprochez? Mais il y a toujours l'évasion des immigrés, toujours des réfugiés, des évasions des réfugiés, des immigrés, mais ceux qui sont sur place, à l'intérieur du pays, aucune identité. Je trouve au sein de l'opposition une contradiction. Qu'est-ce que vous reprochez au pouvoir en place? De n'avoir pas fait aussitôt, au moment voulu, que vous aviez souhaité ce processus de recensement, ou bien de l'avoir fait un peu plus en retard? Non. Ce que je reproche au pouvoir en place, c'est de ne pas avoir la culture du respect aux Congolais. Vous savez, pour gérer un peuple, il faut les connaître. On connaît un peuple par sa diversité culturelle. Et je crois qu'il y a un problème avec ces régimes. Il ne connaît pas les Congos, il ne connaît pas les Congolais. Mais il fallait les identifier pour les connaître. Vous avez refusé. Mais vous savez, l'identification des citoyens, c'est simple. Ils ont le contrôle de l'État. Dès qu'ils donnent l'ordre aujourd'hui à l'autorité coutumière du village de commencer les recensements, et ça monte d'en bas à haut, mais vous aurez, c'est un truc qui, en moins d'un mois, on peut recenser l'ensemble du pays. Parce qu'à partir du moment des locales, pas d'en haut en bas, vous demandez à tous les villages, à tous les notables, de commencer les recensements famille par famille. Mais l'opposition s'est battue ici au mois de janvier, sortie dans la rue, dire que non, il ne fallait pas aller au processus. Oui, parce que les recensements de M. Kabila n'étaient pas administratifs. C'était un recensement politique et pour le glissement. Mais moi, je vous parle d'un recensement administratif. Parce qu'un recensement administratif, il n'y a pas de connotation politique dedans. Il n'y a que le seul intérêt, c'est le peuple. Mais aujourd'hui, comment pensez-vous aller aux élections dans ce contexte où il n'y a pas identification de la population, il n'y a pas recensement de la population? Pensez-vous que ce processus aboutira à... Parce qu'on a déjà fait des élections. Le nouveau président viendra avec son programme, le nouveau président élu de 2017 viendra avec son programme, et avec celui-là, nous allons faire les recensements. Vous n'allez pas me dire ici qu'il n'y a que Kabila qui a fait l'académie des recensements du peuple. Non. Moi, je crois que tout Congolais qui veut être à la tête du pays, eh bien, peut faire les recensements. Hein? Présentement, Joseph Kabila, il est le locataire du palais de la nation. Et moi, je crois que le propriétaire, c'est le peuple. Alors, bientôt là, le peuple va lui faire un acte de déguerpissement. Et il sera obligé de quitter le palais de la nation en faveur d'un autre Congolais. Entendre parler, c'est comme si la solution du Congo... Oui, c'est la présidence. Ouais. À la présidence. Oui, exact. Là, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Tout le reste que nous parlons ici, c'est de la fièvre. Il faut voir les microbes. Tout se passe au niveau de la présidence de la République. La présidence, dans tout le pays du monde, c'est la présidence de la République qui est la locomotive de la philosophie populaire. Quand la présidence de la République dit qu'il a déjà ordonné pour qu'on paye $1000 au plus aux magistrats, ça s'avère 10 ans après, 5 ans après, 3 ans après, qu'il n'y a rien et que c'est faux.
Bon, dites-moi, qu'est-ce que le ministre ne peut pas dire à ce moment-là? Quand un ministre trouve que le président lui-même a menti, et là, le ministre va faire quoi? Non, il y a un problème. Il y a un problème. Joseph Kabila sait qu'il y a un problème. Est-ce que, rappelez-vous, à une période donnée, lui-même a dit que le jour où il va trouver sur ces 12 ou 13 personnes, il lui marque 12 ou 13 personnes, et il y a un adage qu'il a dit là. Bon, maintenant la question qu'on lui pose, depuis tout ce temps, depuis qu'il a dit cette affaire-là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus ou moins 6 ans, il n'a toujours pas trouvé quelqu'un. Parmi les 12, même pas 5, pour commencer à changer. Il y a un problème. C'est le président de la République qui fait le leadership d'une nation. Nous avons acquis l'indépendance. C'est parce que nous avons eu un premier ministre, et nous avons eu un Patrice Lumumba, et nous avons eu aussi un président intègre qui est Joseph Kasavubu. C'est comme ça que la première République a eu sa valeur. L'un, Lumumba de l'autre côté, c'était un défenseur de droits des Congolais. Kasavubu de l'autre côté était le modèle de l'intégrité morale. Voilà ce qui a bâti la nation congolaise, auquel toute l'Afrique nous a aviés. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez cité des noms très importants pour l'Afrique et pour le Congo en ce jour d'indépendance, celui de Lumumba, celui de Kasavubu. Que doit retenir aujourd'hui la jeunesse congolaise en particulier qui vous suit de ces deux personnalités? Moi, je crois que la jeunesse congolaise doit retenir beaucoup, comme je viens de le dire ici, à résumer. Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo, c'est l'homme le plus intègre sur le plan moral. Joseph Kasavubu va en Belgique, son tout premier voyage, après l'indépendance de notre pays. Le Congo, à cette époque-là, un franc congolais valait 2 $. Le franc congolais était l'une des monnaies la plus forte de la planète. Il va avec sa délégation, il revient au Congo, il retourne à l'Assemblée, il fait un discours à la nation, je cite, « Peuple congolais, me voilà de retour du royaume de Belgique auquel je suis parti vous représenter. Le peuple belge m'ont pris à charge avec ma délégation. L'argent que vous avez mis à ma disposition, nous n'avons rien dépensé. C'est peut-être l'occasion pour moi devant ces élus du peuple de remettre les chèques au trésor public pour que cela serve aux besoins de d'autres Congolais. » Ça, c'est Kasavubu. Toi, tu connais un immeuble que Kasavubu a construit ici. Même Mobutu. Donne-moi le nom de l'immeuble que Mobutu a construit dans ce pays. Aucun. Ça n'existe pas. Kasavubu, aucun immeuble. Ce monsieur est mort dans la dignité morale. Est-ce que vous pouvez maintenant faire la comparaison? Et quand vous regardez Patrice Lumumba, qui dit l'Afrique et le Congo ont un destin commun, inévitablement liés. Bon, quand vous voyez Lumumba dire ce qu'il a dit là, l'Afrique et le Congo ont un destin commun, nous ne demandons pas l'indépendance seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. Nous devons être une nation, un peuple qui doit être uni face à nos ennemis. Quand Lumumba disait ça, quand vous voyez aujourd'hui des jeunes viennent au Congo, juste pour des soirées culturelles, on les arrête. On les arrête. On détruit la pensée de Lumumba. On détruit la pensée de Kasavubu, l'honnêteté. Alors maintenant, nous allons vers où? C'est là que j'ai dit à cette jeunesse, vous devez vous mobiliser. Vous devez être un peuple conscient de son destin. Nous devons savoir dire non, là où il faut dire non, oui, là où il faut dire oui. Parce que même dans les élections dont on parle ici, le peuple a sa valeur à travers les élections. Le peuple trouve sa dignité à travers les élections. Le peuple trouve tout à travers les élections. Puis si nous entrons dans des phases auxquelles les gens vont venir vous miroiter, maintenant qu'ils se sont éparpillés dans des petits partis politiques, soit des indépendants, et qu'aujourd'hui, vous allez maintenant vous contenter que non, parce que tel vous a amené le câble du courant, tel est venu faire un pont, sans aucun discours, nous allons sombrer encore plus grave. Je crois que toutes les élections qu'on a fait avant, on peut tolérer, mais les élections de cette fois-ci, à quelque niveau que ce soit, surtout les provinciaux ici, c'est les élections les plus importantes que notre peuple va traverser. Nous devons savoir choisir. Il ne faut pas vous contenter des individus. Le peuple doit être vigilant
et comprendre le programme de chacun, qui il est. Parce que même moi qui vous parle ici, je suis chrétien, et je crois à Jésus-Christ. Si aujourd'hui on me déshabille, mais vous allez trouver le croix de Jésus sur moi, parce que je crois. Mais tous ces petits partis qui sont créés, auxquels on demande le peuple de voter, comment le peuple va aller voter, entrer dans un parti auquel tu ne connais pas l'histoire des leaders? Il avait fait quoi à ce pays? Quel est son passé? Qu'est-ce qu'il a défendu? Quand vous adhérez dans un parti, il faut connaître toutes ces valeurs. Si à son temps, les gens ont adhéré massivement dans les MLC de Lumumba, c'est parce que Lumumba s'est battu pour libérer le peuple et acquérir à l'indépendance. Dans ce pays, il y a des partis traditionnels qui se sont battus, dont notamment le FONUS de Lengakoy. Oui, non seulement le FONUS, parce que je dois le dire, le FONUS à eux seuls, ils ont organisé plus de 214 villes mortes, 186 marches pacifiques pour qu'on arrive à acquérir la démocratie. Alors moi je crois, non, c'est pour vous le dire, Joseph Olengakoy, à lui seul, il a connu 46 fois de prison. J'ai brisé toute ma jeunesse pour l'intérêt de ce peuple, pour l'intérêt de ce pays, pour la dignité des Congolais. Moi, je crois que les Congolais ne peuvent pas oublier ça. Et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de considérations pour Étienne Tshisekedi. C'est l'un des personnages qui ont sacrifié la vie. J'ai beaucoup de respect pour Antoine Gizenga. C'est un monsieur qui est parti dans ce pays, en exil, et qui est revenu à l'âge de la retraite. C'est des gens qui ont sacrifié toute leur vie. Et des deux personnages sont les Ngakoy qui fait le suivi. Et dans ma génération, il n'y a personne qui a mon histoire. Sauf si, comme la nation congolaise, ils peuvent inventer, mais c'est difficile d'inventer une histoire. On peut inventer les TGV, on peut inventer tout ce que vous voulez inventer, et ou transformer le pays en un album auquel nous voyons des affiches un peu partout, mais on ne peut pas inventer l'histoire d'une personne. Nous sommes presque à la fin, M. Lengakoy. Vous avez une forte représentativité de votre parti au niveau des élections provinciales. Vous tenez à ces élections. Quelle est votre ambition? Eh bien, écoute, moi, mon ambition, à ce qui me concerne aujourd'hui, c'est de mobiliser l'ensemble des Congolais pour faire confiance aux candidats du FONUS. Et je crois que c'est à travers ça que l'homme politique a un programme. C'est un véritable thermomètre pour nous, pour voir si réellement les Congolais nous font confiance. Et la suite, je laisse au Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, à Dieu le Père Tout-Puissant, d'envisager l'avenir. Au moment venu, Olengakoy va s'adresser à la nation. Monsieur Lengakoy, merci d'avoir été. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous mettons un terme à cette intéressante émission. Vous savez que Olengakoy est un politicien. Quand il parle avec son cœur, avec toute son expérience politique. Aujourd'hui, nous avions parlé des élections, de 55 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, des perspectives d'avenir pour le Congo, mais également nous avons brossé l'état de la nation partant des élections qui s'annoncent, du dialogue national préconisé par la classe politique. Nous mettons un fin à cette émission, mais nous ne nous arrêtons pas là. Le Congo d'abord continue sur Baraka Télévision. Vous pouvez nous suivre un autre jour, et les programmes habituels du Congo d'abord, c'est tous les dimanches à 21h30. Moi je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement. Très bientôt pour un nouveau numéro. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo.